Le Désespéré est un livre du fameux Léon Bloy, s'inspirant grandement de sa vie pour enfanter un monstre torturé qui n'est autre que sa biographie romancée. Nous entrons alors dans la terrible existence de Marie-Joseph Quinmarchenoir, un écrivain de talent, certes, mais dont l'invivabilité, la pauvreté et les allures de misanthrope pamphlétaire étoufferont son talent aux yeux du grand public, le laissant alors vivre sa vie d'homme sans le sou. Ce roman est en réalité l'histoire d'un monstre parmi les hommes, d'un homme parmi les monstres, ou plus simplement, celle d'un génie parmi les médiocres. Léon Bloy est un excellent écrivain, essayiste et poète, dont j'entends encore trop peu parler. Ses productions sont énormément variées, il écrira 2 romans, plusieurs poèmes, plusieurs essais, plusieurs contes, et même un journal intime, tenu sur une vingtaine d'années. Bloy, tantôt drôle, tantôt tragique, tantôt tranchant, reste talentueux et inadapté à la modernité. Il était de ces écrivains passionnés d'histoire et nostalgiques, je le crois, de la grande France couronnée, vomissant littéralement le 19e siècle, qu'il trouvait trop raisonnable et médiocre, et dans lequel il ne se reconnaissait pas, comme il écrira à plusieurs reprises dans Le Désespéré. Au fait, que diable voulez-vous que puisse rêver aujourd'hui un adolescent que les disciplines modernes exaspèrent et que l'abjection commerciale fait vomir? Les croisades ne sont plus, ni les nobles aventures lointaines d'aucune sorte. Le globe entier est devenu raisonnable et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini. Il ne reste plus que l'art. Un art proscrit, il est vrai, méprisé, subalternisé, famélique, fugitif, guenilleux et catacombal. Mais quand même, c'est l'unique refuge pour quelques âmes altissimes condamnées à traîner leurs souffrantes carcasses dans les charogneux carrefours du monde. Léon Bloy est aussi un polémiste pamphlétaire virulent qui, même s'il est aujourd'hui reconnu pour son talent, était à l'époque étouffé en raison de ses critiques acerbes et à droite, d'une extrême violence à l'égard de ses contemporains. Bloy était quelqu'un dont on reconnaissait le talent dans le milieu de la littérature et du journalisme, quelqu'un de qui on avait même peur de faire partie de ses victimes, d'être alors de celles dont il faisait qu'une bouchée, et dont il répandait sur le sol les viscères d'une habileté déconcertante dans ses pamphlets. C'est en partie pour cette raison qu'alors peu apprécié humainement et craint de ses collègues, mais tout de même respecté pour son talent de la prose, on taira longtemps son nom, et il restera jusqu'à la mort dans l'insuccès. Bloy appellera d'ailleurs cette période la conspiration du silence, conspiration qui constituait en une simple consigne donnée aux journalistes, leur demandant de ne jamais, au grand jamais, parler de Bloy, que ce soit pour en faire l'éloge ou la critique. Cette mesure tentait par tous les moyens de tuer la bête bloisienne en usant de l'arme de tuerie la plus efficace en ce bas monde après l'argent, l'arme du silence. Une conspiration des minables qui bouleversera profondément Bloy, mais ne le tuera pas. La bête qu'il était étant de toute façon beaucoup trop droite, intransigeante et tenace, pour laisser qui que ce soit plier et diluer ses textes, pour que ceci passe mieux aux yeux de la médiocrité crasse et maladivement raisonnable de l'époque. Toutefois, écrire a toujours semblé difficile pour lui, qui, fut un temps, voulait devenir dessinateur. De cette passion et de ce talent pour les dessins en naîtra tout de même une sensibilité pour les symboles qui se réveillera que bien plus tard, et ses mains en garderont tout de même leur habileté au crayon, pour honorer ses textes d'une écriture magnifique et quasi parfaite. Bloy souffrait. Il a toujours souffert. Lettre à Octave Mirbeau, juin 1897. Je suis entré dans la vie littéraire à 38 ans, après une jeunesse effrayante et à la suite d'une catastrophe indicible qui m'avait précipité d'une existence exclusivement contemplative. J'y suis entré comme un élu disgracié entrerait dans un enfer de boue et de ténèbres, flagellé par le chérubin d'une nécessité implacable, Angelus Domini coarctans eum. À la vue de mes hideux compagnons nouveaux, l'horreur m'est sortie par tous les pores. Comment se pourrait-il que mes tentatives littéraires eussent été autre chose que des sanglots ou des hurlements? J'aimais instinctivement le malheur, je voulais être malheureux. Ce mot seul de malheur me transportait d'enthousiasme. Cela se passait en dehors de tout calcul, de tout concept religieux. Ma nature seule agissait obscurément. Je crois que je tenais cela de ma mère, une chrétienne des anciens jours, dont l'âme espagnole était à la fois si ardente et si sombre. Cette mère
à laquelle je ressemblais beaucoup et qui m'a dit souvent en m'appliquant une parole célèbre qui fut dite autrefois d'un grand docteur de l'Église: « Mon cher enfant, il est vrai que tu es un bœuf, mais un bœuf dont les mugissements étonneront un jour la chrétienté. » Mais Blois, bien que l'âme violente et mutilée, restera avant tout un grand mystique. Un catholique fervent défenseur d'une vision de la chrétienté semblant différer quelque peu avec celle de son siècle, qu'il dépeint parfois, et rechigne. Il avait une vision et une relation avec le Tout-Puissant particulière. Depuis mon enfance, je ne me souviens pas d'avoir été sans souffrir de toutes les manières et souvent avec un excès incroyable. Cela prouve tout simplement que Dieu m'aime beaucoup. J'ai souvent et beaucoup médité sur la souffrance. Je suis arrivé à me convaincre qu'il n'y a que cela de surnaturel ici-bas. Le reste est humain. Il y a dans tout chrétien un homme de douleur, et c'est celui-là qui est Dieu. Il y a déjà longtemps que j'ai offert le sacrifice de ma vie, de ma santé, de mon repos sur terre. Je suis malheureux au-delà de ce qui peut s'exprimer et se comprendre. Je suis blessé dans ma foi, dans mon espérance et dans mon amour. Aujourd'hui, lundi, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas communié et je n'ai pas articulé une prière. Je n'ai pu trouver en moi que le ressentiment le plus amer et le plus féroce contre un Dieu si dur et si ingrat. J'ai tout donné depuis longtemps. J'ai offert dans presque toutes mes prières mon corps et mon âme aux plus épouvantables, aux plus infernales tortures, à condition qu'il se ferait, lui, ce qu'il a dit qu'il voulait être, c'est-à-dire mon serviteur. J'ai accompli avec le secours de sa grâce, sans doute, mais au prix de souffrances que vous ne connaissez pas et dont le souvenir seul me déchire. J'ai accompli en 2 ans une œuvre inouïe de patience, une œuvre telle que personne ne voudrait croire qu'un homme dénué de tout ait osé seulement l'entreprendre. Et cette œuvre était uniquement à la gloire de Dieu. Eh bien, en récompense, tout m'est refusé. J'aurais honte de traiter un chien galeux comme Dieu me traite. Et en cette vision, en cette relation complexe et atypique avec le Seigneur, Léon Blois se rapproche de Lautréamont, qui haïssait Dieu autant qu'il l'aimait. Lautréamont de qui Blois va d'ailleurs être l'un des premiers à faire la promotion, dans notamment Le Cabanon de Prométhée ou encore Le Désespéré. L'un des signes les moins douteux de cet acculement des âmes modernes à l'extrémité de tout, c'est la récente intrusion en France d'un monstre de livre, presque inconnu encore, quoique publié en Belgique depuis 10 ans. Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont, œuvre tout à fait sans analogue et probablement appelée à retentir. L'auteur est mort dans un cabanon, et c'est tout ce qu'on sait de lui. Il est difficile de décider si le mot monstre est ici suffisant. Cela ressemble à quelques effroyables polymorphes sous-marins qu'une tempête surprenante aurait lancés sur le rivage, après avoir saboulé le fond de l'océan. La gueule même de l'imprécation demeure béante et silencieuse, au conspect de ce visiteur, et les sataniques litanies des fleurs du mal prennent subitement par comparaison comme un certain air d'anodine bondieuserie. Ce n'est plus la bonne nouvelle de la mort du bonhomme Herzan, c'est quelque chose de la bonne nouvelle de la damnation. Quant à la forme littéraire, il n'y en a pas. C'est de la lave liquide, c'est insensé, noir et dévorant. Et c'est en ces termes que Blois parle de Lautréamont dans Le Désespéré. Léon Blois était assez intime avec ce qu'on appelle communément la misère, vivant très longtemps miséreux et vouant une haine profonde à l'égard de la bourgeoisie. Blois est d'ailleurs aussi connu pour ses demandes de l'aumône intempestive et égoïste adressée à ses collègues et amis. On le surnomme d'ailleurs parfois le mendiant ingrat, se servant d'une sorte de charité extirpée chez autrui, presque de l'ordre du vol. Mais Blois a un autre surnom, il est aussi appelé le pèlerin de l'absolu. L'histoire est donc celle de Qu'un Marche Noir, un écrivain miséreux, détestable et talentueux, dont le père est alors mourant. Quand vous recevrez cette lettre, mon cher ami, j'aurai achevé de tuer mon père. Le pauvre homme agonise et mourra, dit-on, avant le jour. Il est 2 heures du matin. Je suis seul dans une chambre voisine. La vieille femme qui le garde m'ayant fait entendre qu'il valait mieux que les yeux du moribond ne me rencontrassent pas et qu'on m'avertirait quand il serait temps.
Je ne sens actuellement aucune douleur, ni aucune impression morale nettement distincte d'une confuse mélancolie, d'une indécise peur de ce qui va venir. J'ai déjà vu mourir et je sais que demain ce sera terrible. Mais en ce moment, rien. Les vagues de mon cœur sont immobiles. J'ai l'anesthésie d'un assommé. Impossible de prier, impossible de pleurer, impossible de lire. Je vous écris donc, puisqu'une âme livrée à son propre néant n'a d'autre ressource que l'imbécile gymnastique littéraire de le formuler. Je suis parricide, pourtant telle est l'unique vision de mon esprit. J'entends d'ici l'intolérable hoquet de cette agonie qui est véritablement mon œuvre. Œuvre de damné qui s'est imposée à moi avec le despotisme du destin. Par la suite, Quint ira de misère en misère, perdant son fils, se retrouvant ensuite à partager une vie de couple quasi religieuse avec une ancienne prostituée, Véronique, et ça ira ainsi de misère en misère, de désespoir en désespoir. Bref, ce livre n'est pas totalement une déchéance humaine dans le sens où, dès les premières pages, Marche Noire ne pourra s'échapper de la douleur d'être un être d'exception dans un monde de faquins. Il tentera alors de se débattre, mais dévoré par sa propre crasse, cela ne changera rien. C'est l'histoire de l'esprit torturé de Marche Noire dans un 19e siècle pourri de l'intérieur. C'est l'histoire d'un être exceptionnel, qui désire tant sa gloire, qui la cherche lui-même, toute sa vie, parmi les pauvres et les lamentables. Le Désespéré est donc un roman d'environ 320 pages dans l'édition qui est la mienne, c'est-à-dire l'édition établie par Joseph Bollery et Jacques Petit, qui ont achevé l'impression de cet ouvrage en 1964. Le roman se découpe en 5 grandes parties. Le départ, la Grande Chartreuse, le retour, l'épreuve diabolique et la fin. Et il compte environ 70 sous-parties. Mais qu'est-ce que... 2 cadavres de femmes, naguère lavés de ses larmes, lui paraissait étendu à droite et à gauche de celui de son père. Et un 4e, 100 fois plus lamentable, celui d'un enfant, gisant à leurs pieds. De ces 2 femmes qu'il avait adorées jusqu'à la démence, et dont il avait accompli le miracle de se faire aimer exclusivement, la première, arrachée à une étable de prostitution, était morte phtisique, après 2 ans de misère partagée dans un lit d'hôpital où le malheureux, n'ayant plus un sou, avait dû la faire transporter. Administrativement avisé du décès et voulant au moins donner une sépulture à la pauvre fille, il avait avalé, en l'absence momentanée de son ami, des vagues de boue pour trouver les quelques francs du convoi des pauvres. Et il était arrivé, une minute à peine avant l'expiration du délai réglementaire. Ce déplorable corps nu, jeté sur la dalle de l'amphithéâtre, éventré par l'autopsie, environné d'irrévélables détritus, sointant déjà les affreuses liqueurs du charnier, avait commencé, pour ce contemplatif dévasté, la dangereuse pédagogie de l'abîme. L'aventure de la seconde morte n'avait pas été moins tragique. Celle-ci, Marche Noire ne l'avait pas épousée sur un grabat de déjection, dans le gueulement d'épithalame d'une porcherie d'ivrogne en rut. C'était une de ces pauvresses d'esprit de la débauche, à casser les bras de la justice, une de ces irresponsables chasseresses, ordinairement bredouilles, du rognon pensant, sommelière sans vocation, inhabile à soutirer la futaille humaine. Il l'avait trouvée une nuit, dans la rue, désolée et sans asile. Son histoire, infiniment vulgaire, était la navante histoire de 100 000 autres. Séduite par un drôle sans visage que d'incrustables espaces avaient presque aussitôt englouti, chassée de sa pudibonde famille et ballottée comme une épave, elle était tombée sous la domination absolue d'un de ces sinistres voyous naufrageurs, moitié souteneurs et moitié mouchards, qui monopolisent à leur profit la camelote de l'innocence. Forcée depuis des mois de transmuer sa chair en victuailles de luxure, sous la menace quotidienne d'épouvantables volées, la malheureuse, décidément inapte, mourante d'horreur et n'osant plus réintégrer l'horrible caverne, accepta sans hésitation les offres de service de Marche Noire, exceptionnellement galionnée de quelques pièces de 100 sous. Incapable d'abuser d'une pareille détresse et rempli d'évangéliques intentions, celui-ci dormait sur une chaise plusieurs nuits de suite,
cachant dans sa chambre et dans son lit cette désirable créature qui tremblait à la seule pensée de sortir. Il fallut devenir amoureux et le devenir passionnément. Le fragile chrétien interrompit à la fin cette dormitation cathédrale et une grossesse imprévue récompensa bientôt sa ferveur. La première chose qui saute aux yeux du lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit est l'écriture du désespéré. Une écriture maîtrisée, tortureuse, parfois lyrique. Une écriture tout simplement objectivement pleine de talent. Le contenu du livre, comme dit auparavant, est une sorte d'autobiographie romancée. Effectivement, lorsqu'on commence à lire les lettres de Blois, on se rend compte, même si l'intuition nous l'avait déjà susurré à l'oreille lors de notre lecture, que ce qui est écrit est tiré la plupart du temps du vécu de l'auteur. Sa relation avec Véronique Cheminot, par exemple, qui prendra une place très importante dans le récit, est complètement décalquée de la relation que Blois avait avec la semi-prostituée Anne-Marie Roulet. Il écrira d'ailleurs à son sujet dans une lettre, en août 1880, adressée à Madame Hello. « Je m'attachais à cette personne à cause de son extrême singularité. Je ne vois aucune autre raison à vous donner de l'inexplicable persistance de cette liaison que beaucoup de causes auraient dû naturellement dénouer très vite. » Il en dira aussi, après avoir parlé de la conversion définitive d'Anne-Marie, « À dater de ce jour commença cette histoire étonnante, de relations fraternelles, de prières sans relâche, de communication surnaturelle et de souffrance, dont le récit détaillé paraîtrait invraisemblable. » Véronique Cheminot, héroïne du désespéré avec Caïn Marche Noire, partagera d'ailleurs le même destin que Anne-Marie Roulet. Pour ce qui est de ce qui arrive à Marche Noire à la fin du roman, Blois confiera à une amie que cela est cruellement vrai au sens symbolique. Mais malgré toutes ces ressemblances avec sa vie, Léon Blois précisera à propos de son livre le 31 décembre 1985 à Louis Monchal « Fais bien attention que j'ai tout arraché de mes entrailles. Cependant, mon livre ne sera pas une autobiographie. Dieu m'en préserve. Marche Noire est moi, spéculativement, mais sa vie n'est pas ma vie. Je prends à pleine main dans mon passé bien autrement dramatique, mais je romps l'ordre des faits, et je les dénature complètement par addition ou retranchement des circonstances. » Le désespéré mélangera donc désespoir, autobiographie, pamphlet et parfois même micro-essais auxquels Blois autorise quelques chapitres pour les traiter à la manière de Marche Noire. Mysticisme, religion, histoire, tout y passe, et dans une documentation et une justesse incroyable. La religion par exemple sera l'un des thèmes principaux de l'œuvre, le rapport et les questionnements de Marche Noire sur la religion ainsi que sa reconversion étant extrêmement intéressant et amené de manière intelligente. Ainsi en quelque sorte Blois nous transmet sa propre pensée et philosophie, diluée à travers cette œuvre. Les pamphlets quant à eux sont d'une violence et d'une finesse inouïes. Léon Blois réglant littéralement ses comptes avec toute la littérature du siècle, en passant de Maupassant à Bourget. Mais cette guerre serait mal faite si elle se contentait d'être défensive. On a donc suscité des catins de lettres pour la supplantation du génie. 300 journaux vont en avant pour leur balayer le haut du pavé d'une diligente nageoire, et le suffrage universel est leur dispensaire. Vieille ou jeune, croûtante ou chauve, liquide ou pulvérulente, il suffit que leur bêtise ou leur immobilité soit irréprochable. On ira même jusqu'à leur passer un semblant de fraîcheur, si c'est un ragoût de plus pour les séniles concupiscences dont l'hérétisme est ambitionné. À Baudelaire agonisant dans l'indigence et quasi fou, on oppose par exemple un Jean Richepin, rutilant de gloire et gorgé d'or. Celui-là d'ailleurs, parfaitement assuré d'être le premier d'entre les fils de la femme, juge sa part insuffisante et vocifère sous sa casquette contre le client détroussé. Le délectable Paul Bourget, préfacier chéri des baronnes, se dresse en sifflotant sur sa petite queue contre l'immense artiste, Barbé d'Aurevilly, qui se couche, formidable, dans le fond des cieux, et il s'efface. Flaubert, à son tour, est dépecé et grignoté par l'Acarus Maupassant, engendré de ses testicules magnanimes, lesquels, devenus poulains, promulguent littérairement le maquerelage et l'étalonnat. Nul parmi les grands n'est exposé. Le boueur passe dans la rue et réclame les gens de talent. La reine du monde n'en veut plus. Elle a mal au cœur de ces tubéreuses. Il lui faut, à leur présente exclusivement, l'huile de bêtise et le triple extrait de pourrissoir qui lui sont offerts par les tripotantes mains des vendeurs de jus que sa propre déliquescence est en train de saturer. Mais Blois ne s'en prend pas qu'à une littérature globale, il s'en prend aussi à tout le microcosme bourgeois et pseudo-littéraire de Paris. Et le journaliste est à l'image du conférencier. Il apparaît ici,
aussi bien que là, comme le châtiment, la flétrissure infinie, la tare vivante d'une société assez avachie pour ne plus avoir conscience des attitudes qu'on la force à prendre et des vomissures qu'on lui fait manger. Ce Beauclerc n'a-t-il pas eu l'impudence de se vanter, dans le plus effroyable des feuilletons, d'être le minotaure de la critique de théâtre et de percevoir d'exacts octrois de la fornication sur les débutantes, forcé de lui passer par les mains sous peine d'un succès fatal? Il semble qu'une telle déclaration aurait dû attirer à son auteur, en n'importe quel lieu du globe, une tempête de huées, une clameur de réprobation à décrocher tous les luminaires du firmament. On l'a généralement applaudi, au contraire, et secrètement envié. Ce faquin nage avec sénérité dans l'ordure liquide en laquelle il a le pouvoir de transmuer tout ce qui l'approche. C'est le Midas de la fange. Blois dira d'ailleurs à son ami Montchal là-dessus: « Tes questions me prouvent une fois de plus que la partie agressive du Désespéré ne peut être vraiment comprise qu'à Paris, et encore par des gens très renseignés. Tout cela fourmille d'intentions et de sous-intentions que les initiés seuls peuvent apprécier. Quelquefois, le nom est un rébus, quelquefois il fait allusion à quelques circonstances de la vie du personnage, et tout est ainsi. Tel mot qui peut te paraître insignifiant est une ironie atroce, etc. Mais je le répète, et je veux que mes amis au moins me rendent cette justice, cette partie de l'œuvre n'est qu'épisodique. Le Désespéré étant reconnu d'abord pour son aspect pamphlétaire d'une violence infinie, le sens profond du roman de Blois en sera d'abord voilé, à son grand regret. Blois le reconnaîtra d'ailleurs dans la préface du Désespéré écrite en 1912. « Je suis l'auteur du Désespéré, c'est incontestable, mais seulement du Désespéré, et il en sera toujours ainsi, eussé-je écrit 100 autres livres. J'écrirai l'imitation de Jésus-Christ ou la somme de saint Thomas, que je serai toujours le pamphlétaire du Désespéré. » Mais cela semblait tout de même l'ennuyer, et à raison, son roman n'étant clairement pas un simple pamphlet, loin de là, et il le précisera d'ailleurs par exemple en 1988 à Louis Montchal. « Ce qui m'ennuie dans ta lettre, c'est que tu parais n'avoir été frappé que de la partie épisodique de mon livre, lequel n'est pas un pamphlet, mais un roman psychologique des plus fouillés. » Tout d'abord, Blois écrira en 1884 quelques pages d'un début de roman appelé Un Désespéré, un roman qu'il abandonna rapidement. Sur l'un des manuscrits de cette ébauche, il nota d'ailleurs « Ces quelques pages me dégoûtèrent si fort qu'il se passera près d'un an avant que j'eusse le courage de me remettre à mon infortuné livre. Je ne me croyais pas et je ne me crois pas encore un romancier. » Il fit alors une croix sur ce roman naissant, les souvenirs étant certainement encore trop frais dans sa tête pour les transposer sur papier. Il lui fallut une année pour reprendre la rédaction de son récit, et de nouveau une année de plus pour que celui-ci le termine. Le Désespéré sera donc alors achevé en 1886, bien que son éditeur, pensant alors l'ouvrage trop polémique, et ne voulant pas se risquer à d'éventuels procès, sortira le roman seulement en 1887, et dans la discrétion la plus totale. Blois écrira le 19 novembre 1885 en pleine écriture de son roman « J'ai décidément adopté la forme du roman. Je rêve un roman de misère et de douleur, l'écrasement d'un homme supérieur par une société médiocre. Tous les imbéciles et tous les infâmes de ma connaissance y défileront. » Et Blois confiera le 19 mars de la même année au Montchal « Mon livre devient de plus en plus noir. Ce que vous avez lu n'est rien. C'est une promenade à l'aube dans la fraîche rosée sous les amandiers en fleurs. Vous devenez enragé, me disait dernièrement M. Aurevilly, à qui je venais de lire quelques pages. Il doit avoir raison. Le Désespéré m'a énormément touché, mettant alors des mots sur beaucoup de choses que j'avais vécues ou pensées. Souvent j'entends que c'est grâce à Blois qu'on découvre Lautréamont. Eh bien, moi ça a été l'inverse. Il y a quelques années, après avoir été bouleversé par les chants de Maldoror, j'ai lu quelque part que Blois avait été l'un des premiers à écrire au sujet de notre cher Isidore Ducasse. Et en lisant ce qu'il en disait, je suis tout de suite tombé amoureux de son écriture, en plus de trouver son amour pour Lautréamont et ce qu'il en disait pertinent et puissant. Ce n'est peut-être pas une rencontre onirique, ni atypique, mais c'est ainsi que j'ai fait la connaissance pour la première fois de l'âme douloureuse de Blois. Et en grand curieux que je suis me suis intéressé au personnage que, comme beaucoup,
je ne connaissais que de nom. Et après de maigres informations, n'aimant pas trop creuser un homme avant d'entrer dans son cœur par ce qu'il produit, je me suis procuré et ai débuté la lecture du Désespéré. Et c'est alors que la magie s'est opérée. Un grand cru de noirceur et de talent, une abyssale écriture à la fois étriquée et profonde, et un miasme contrôlé que le Blois ne se refuse pas de jeter à la tête de ceux qui selon lui le méritent. Ce livre a accompagné le début de mon adolescence. Que ce soit dans ma misanthropie chronique de jeune éphèbe, dans mes questions religieuses de Jouvenceau, ou encore dans l'innocente recherche de mes racines profondes. J'ai l'impression que le Désespéré, du moins le début, a cette substance qui parle parfaitement à l'adolescent enhardi et frustré. Une forme de liqueur à la fois indéchiffrable et puissante qui berce et rassure le genou. Et quand on y retourne quelques mois plus tard, on se rend compte que le contenu transpire en réalité l'âme sombre d'un adulte, le Désespéré, semblant mûrir en même temps que son lecteur. D'ailleurs, dans l'un des tout premiers jets de son œuvre, qu'il reprendra 1 an plus tard, Léon Blois écrira sur son adolescence, un passage d'ailleurs complètement occulté de la version finale. Moi, le mélancolique de naissance, le mélancolique au berceau qui, au témoignage de ma mère, n'ait jamais poussé un seul de ces cris dont les petits-enfants remplissent la maison, et qu'on retrouvait, après de longues heures, dans un coin sombre noyé de grandes larmes silencieuses dont on ne savait pas la cause. Moi, qui ai traversé toute l'enfance dans une brume de ces mêmes larmes, fuyant les jeux de mes condisciples dont le tumulte me donnait les affres de l'agonie, affamé de solitude et de silence, indifférent à toute émulation, assommé de coups appelant déjà la mort, comme un emmuré appelle un flot de lumière bleue, et rêvant dans le chaos de ma petite intelligence la possession de tous les univers. Moi, enfin, dont l'adolescence a été si épouvantablement douloureuse que... La première ébauche du Désespéré s'arrête là. Suite à cela, Blois a raturé d'une grande croix l'entièreté de ce qu'il venait d'écrire, pour recommencer depuis le début, en y enlevant d'ailleurs ce simple paragraphe inachevé. Comme si, l'espace d'un instant, il nous avait ouvert son cœur pleinement, le gouffre de son adolescence se trouvant face à nous, béant, trop peut-être. Comme si Blois allait d'une seconde à l'autre nous révéler tous les secrets noirs de son adolescence de corbeau, mais qu'au dernier moment il se ravisa, tant la douleur de la mémoire lui était insupportable. C'est d'ailleurs étonnant comment on perçoit une forme d'immaturité agréable dans ses premières ébauches, immaturité qui sera complètement absente de l'œuvre finale, écrite 1 an plus tard par Blois. J'aurais certainement pu vous parler des autres œuvres de Blois à la place du Désespéré. D'ailleurs, certains lecteurs me reprocheront certainement d'avoir choisi son œuvre la plus connue. J'aurais par exemple pu parler de La femme pauvre, qui est aussi une merveille inimaginable, peut-être même meilleure que le Désespéré. J'aurais pu vous parler de ses contes, de ses histoires désobligeantes, de sa sueur de sang, mais le Désespéré fut mon premier Blois, et en ce simple fait, il fut celui qui m'a chamboulé le premier. Ce fut ce premier amour inoubliable, qui, bien que peut-être moins parfait que les suivants, restera le plus marquant. Bien que, soit dit en passant, je n'ai jamais lu une seule mauvaise ligne de notre cher pèlerin de l'absolu. Je dois avouer que pour certains, il doit être complexe d'apprécier une œuvre qui ne vous apprécie pas elle-même, mais criminel de la rejeter d'un revers de la main sans s'être noyé au carrefour de ses pages. Le Désespéré de ces ouvrages qui maudissent son lecteur à jamais, de ceux dont l'altitude est contagieuse autant que la profondeur, de ces œuvres qui marquent une vie et la changent à jamais, de ces larmes qui noient ses lecteurs les plus enhardis et marquent leurs poumons de perles pour toujours. En conclusion, Le Désespéré est une œuvre d'une noirceur, d'une maîtrise et d'un talent indéniable. Bien que l'abordage de ce roman peut paraître ardu pour les non-initiés à la lecture, je conseille tout de même à tous d'aller y jeter un coup d'œil. Bien que vous pouvez aussi commencer par La femme pauvre si vous le désirez. Et si comme moi vous tombez sous le charme de l'œuvre de Blois, alors continuez votre chemin. Voguez seul parmi ces œuvres dans l'ordre que vous aurez choisi. Parcourez cet être profond et maudit qui est intéressant à bien des égards. Bon, cet épisode est un peu différent d'un simple « Lisez Le Désespéré, bordel !» Mais bon, ça change et c'est, je crois, la forme initiale que je voulais donner à Subcultura, en y repensant bien. Cet épisode clôture donc la saison 2, mais ne paniquez pas, Subcultura reviendra dans une saison 3 qui sera peut-être la saison finale, pour que par la suite Subcultura prenne une autre forme. Mais ça c'est encore à voir. Cette saison prochaine sera certainement à tantinet différente des deux premières, je vais tenter de relever un peu le niveau en quelque sorte. Pour clôturer de manière subculturarienne cette saison, je vais vous demander la même chose qu'à la fin de la première.
Si vous avez des œuvres excellentes ou juste bonnes, rentrant dans les critères de Subcultura ou non, que vous voulez mettre en lumière et partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en forme de liste, histoire que ni moi ni vous ne mourions de faim. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu la première fois, ça m'a fait découvrir des choses bien sympathiques. Je mettrai d'ailleurs, comme la dernière fois, une liste des œuvres que j'ai présentées brièvement ou non durant cette saison, pour lancer le mouvement. Bon, la saison 2 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, on se revoit pour la saison 3. Et surtout, n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité.